Merci à toutes et à tous et bienvenue au mercredi de la pêche, notre troisième édition organisée par la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale. En 2022, l'Afrique a produit 3,3 millions de tonnes issues de la pêche continentale, soit près de 30% du volume mondial. Le continent comptait aussi 6,1 millions de personnes employées dans le secteur primaire des pêches et de l'aquaculture. Et dans l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la pêche continentale mobilise 130 000 embarcations, dont seulement 9% sont motorisées. Autrement dit, ce n'est pas un petit secteur. Il est grand, mais un secteur encore peu reconnu politiquement. L'objectif de ce webinaire est de construire en 90 minutes une base solide, claire, utile pour l'action publique. Nous voulons faire ressortir 4 choses. Ce que la pêche continentale pèse réellement, pourquoi elle reste peu reconnue, ce qu'il faut changer dans les politiques publiques et quelles décisions concrètes doivent suivre. Je suis Aliou Diallo, responsable de communication de la CAOPA et j'ai le plaisir d'animer ce débat. Mais avant de commencer, quelques règles rapides. L'interprétation est disponible en français. Pour ceux qui veulent garder la langue originale, vous m'entendrez et tous ceux qui s'exprimeront en français. Nous avons le canal anglais et le portugais. Donc, cliquez sur l'icône globe en bas de votre écran pour sélectionner votre langue. Pour les réactions, utilisez le chat et pour poser vos questions durant le débat. Pour prendre la parole en direct, vous lèverez la main, je vous donnerai la parole au moment venu vers 11 heures. Nous avançons donc en 5 blocs ce matin. On parlera de la visibilité et la reconnaissance, la gouvernance et les politiques, l'économie et le financement, l'inclusion des femmes et des jeunes, la durabilité et le climat. Ensuite, nous prendrons vos réactions et vos questions avant une synthèse finale. Mais avant, je vous présente très brièvement nos intervenants. Nous avons Madame Taroub Bahri, qui est biologiste spécialisée dans la pêche et qui coordonne le programme Pêche et Aquaculture Afrique de la FAO. Elle est experte des écosystèmes marins et de la résilience climatique. Elle œuvre pour intégrer les océans et la pêche dans les négociations internationales sur le climat. Également, nous avons M. Obina Anouji, j'espère que je prononce bien son nom. Il est spécialiste des écosystèmes marins et côtiers au Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine. Ensuite, nous avons Madame Patricia Maïssa, qui est marieuse et responsable au sein de Aufishnet en République démocratique du Congo. Enfin, M. Abdoulaye Kontao, président du collectif national des organisations professionnelles de la filière poisson du Mali et coordonnateur de la pêche continentale à la CAOPA. Et enfin, pour nos travaux, c'est M. Ngagne Mbao, expert en pêche basé actuellement à Abuja, au Nigeria, qui assurera la synthèse finale de nos échanges. Merci donc à toutes et à tous. Nous entamons directement les débats. Pour parler du premier bloc sur la visibilité, on parle souvent de pêche maritime, on parle des ports, on parle d'exportation. La pêche continentale, elle nourrit, elle emploie, elle fait vivre des territoires entiers et reste pourtant presque hors du radar. La première question à tous pour entamer, qu'est-ce qui explique encore cette
invisibilité. Je vais peut-être commencer par Madame Bahri. Oui, merci Aliou et bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous à ce webinaire aujourd'hui. Et pour moi, c'est un peu le baptême dans ma nouvelle fonction. Je vais remplacer Ndiaga Gay qui vient de se joindre à nous, que je salue d'ailleurs. Bonjour Ndiaga. Et donc, c'est le premier webinaire dans ma nouvelle fonction. Donc, je suis vraiment ravie de commencer par ce thème qui est la pêche continentale parce qu'il est d'une importance cruciale. Donc effectivement, à Liu, la pêche continentale souffre un peu d'invisibilité. C'est pas uniquement un problème africain, je pense que c'est un problème mondial, mais qui est peut-être particulièrement accru en Afrique. Alors, il y a une des raisons, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer son invisibilité. C'est que d'abord, il y a des systèmes il y a une sous-déclaration du secteur de la pêche continentale en Afrique en termes de production, d'impact économique, impact social et nutritionnel. Euh, qui fait que les ministères qui sont en charge des finances, de la planification, des statistiques, ainsi de suite, ne prennent pas suffisamment le secteur en compte. Parce que quand ce secteur apparaît comme mineur ou marginal, il est systématiquement relégué au second plan en dépit de la contribution réelle qu'on lui connaît en termes de moyens de subsistance et de sécurité alimentaire. Donc, euh, donc, en gros, la pêche continentale n'apparaît pas de manière forte, de manière précise dans les statistiques et dans les systèmes de suivi. Parce que d'abord, il y a beaucoup de pêcheries qui sont informelles ou qui sont rurales, donc qui échappent complètement aux systèmes de suivi qui sont mis en place par les gouvernements ou par les organisations régionales. Les prises sont consommées localement ou commercialisées de manière informelle. Donc, ces prises-là échappent complètement au système de suivi quand on parle de commerce. Et les systèmes de suivi réguliers de collecte de données sont peu efficaces dans de nombreux pays en Afrique. Bon, ça, c'est pas l'apanage de la pêche continentale, ça se passe aussi dans la pêche marine, mais c'est peut-être un peu plus grave dans la pêche continentale. Donc, comme les budgets nationaux s'appuient souvent sur les statistiques officielles, plutôt que sur les prises réelles. Donc, les allocations budgétaires sont généralement fondées pour un secteur spécifique. Et les allocations budgétaires sont fondées sur l'importance de ce secteur et sur sa contribution au produit national brut, donc son importance économique. Et étant donné qu'il y a ces sous-déclarations, le secteur tend à être négligé. Oui. Et donc, selon la Banque africaine de développement, peut-être que je ne sais pas s'il y a un intervenant de la BAD, il y a environ 5 millions de pêcheurs à temps plein ou partiel dans la pêche continentale et le chiffre est probablement doublé si on tient compte de la pêche de subsistance, donc les pêcheurs qui ne pêchent pas pour commercialiser, mais vraiment pour se nourrir, pour se nourrir. Très bien. Et, euh, et donc voilà. Merci, madame. Je vais me tourner encore vers Monsieur Obina. L'Union africaine à l'agenda 2063, la stratégie de l'économie bleue, la déclaration de Malabo. La pêche continentale y est citée en marge. En tant que chargé de pêche ou qui travaille sur les questions des écosystèmes marins et côtiers, comment expliquez-vous que le continent africain n'ait pas encore de cadre politique dédié à ce secteur? On se tourne vers M. Kontao. Monsieur Kontao, au Mali, les pêcheurs du fleuve Niger nourrissent des millions de personnes. Ont-ils une place dans les décisions nationales qui les concernent? Merci, merci pour cette question. Je suis avec le directeur national adjoint de la pêche du Mali, Al-Hassan Saharo, et M. Soumaré, chef section aménagement des pêcheries. Merci. Maintenant, la Ok. question, Oui. si tu pouvais répéter.
pour nous. La question, je demandais, au Mali, les pêcheurs du fleuve Niger nourrissent des millions de personnes. Oui. Est-ce qu'ils ont une place dans les décisions nationales qui les concernent? Aujourd'hui, d'accord, oui. Aujourd'hui, d'accord. Mais avant, Oui. j'allais répondre sur la première question. Pourquoi la visibilité par rapport à la pêche continentale? Avant, le secteur de la pêche était fusionné à un autre secteur, c'est le développement rural. Quand on appelle développement rural, c'est A avec grand A. Agriculture, Agriculture. élevage, pêche. Donc la pêche était sous-entendue. C'est ça notre problème. Actuellement, ce n'est qu'en 2004 que nous avons eu un ministère dédié à l'agriculture et à la pêche. Élevage et pêche. Durant tout ce temps, on n'avait pas un élément exactement pour la pêche. Tout était fusionné sur les eaux et forêts, les services vétérinaires et autres. Mais c'est à partir de 2004 que nous avons commencé à réagir par rapport à la pêche et à la pêche continentale. Maintenant, pour revenir à votre question. Est-ce que vous avez une place dans les décisions? Actuellement, nous sommes consultés pour toute autre décision par rapport à la pêche continentale. Citez-nous un exemple concret d'une décision nationale qui vous a été, qui les a directement impactés sans qu'ils aient été entendus. Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a une décision qui a été prise par les autorités et qui impacterait les communautés de la pêche continentale dont vous vous souvenez? Non, je ne pense pas. Pour le moment, il n'y a aucune décision qui a impacté sur nos travaux. Okay. Merci. L'adjoint va compléter. Le directeur adjoint. Merci, monsieur. Donc, ici, la pêche continentale, elle est la seule activité de pêche qu'on connaît au Mali, puisqu'on n'a pas de débouché sur la mer. Donc, c'est la pêche continentale seulement qui est effectuée au Mali. Maintenant, les communautés de pêche sont toujours consultées par rapport aux grands aménagements qui se font, notamment les barrages hydroélectriques ou les grandes plaines, les seuils. Les communautés de pêche sont toujours consultées pour prendre leur avis et leurs préoccupations dans ces aménagements qui se font au niveau national. Tout juste la semaine passée, il y a eu le lancement des états généraux qui vont se faire sur la pêche et l'élevage. Donc, c'est une occasion opportune pour les communautés de pêche de pouvoir vraiment dire toutes leurs préoccupations à l'intérieur de tout le pays au gouvernement pour que leurs préoccupations puissent être prises en compte. Et nous sommes dans un cas particulier par rapport aux autres pays qui ont un débouché sur la mer. Nous, c'est la pêche continentale qui fait vivre le tiers de la population malienne, notamment les 7 millions d'habitants, avec toute sa chaîne de valeur, de la production jusqu'à la transformation et commercialisation. Je voulais ajouter quelque chose. On vous reviendra, on passe la parole aussi à une autre transformatrice, Madame Patricia. Quand un secteur est invisible politiquement, qu'est-ce que cela change dans la vie économique quotidienne d'une marieuse comme vous? Monsieur Kontao, s'il vous plaît, veuillez mettre votre micro en veilleuse. Ok. Madame Maïssa? Est-ce que Madame Patricia Oui, nous Monsieur entend? Diallo, je n'ai pas bien suivi la question. J'ai posé la question de savoir quand un secteur est invisible politiquement, comme c'est le cas de la pêche continentale, qu'est-ce que cela change dans la vie économique quotidienne d'une marieuse comme vous qui êtes sur le terrain? Oui, merci beaucoup pour la parole.
spécifiquement pour le cas de la RDC, qui est notre pays, où nous avons la pêche continentale à 80%, parce que le littoral que nous avons sur les côtes atlantiques, c'est trop petit. Et nous sommes entourés avec les eaux partagées, avec différents pays, mais il y a un défi majeur par rapport aux mareyeuses, parce qu'il y a un problème d'abord de légifération. Il n'y a pas une loi aujourd'hui en vigueur qui encadre la pêche dans notre pays, bien qu'il y a déjà des avancées. Les lois sont au niveau du Parlement, les processus avancent, mais espérons que d'ici la fin de cette année, la loi sera promulguée. Et nous nous sommes battus parce qu'il n'y avait rien comme soubassement juridique pour encadrer les mareyeuses et tous les acteurs du secteur. Nous nous sommes battus et avons travaillé aux côtés des députés pour cette loi, pour qu'on puisse prendre en compte tout ce qui concerne le droit des mareyeuses conformément aux directives volontaires sur la pêche artisanale dotées par les Nations Unies. Mais cette manque de reconnaissance, c'est un grand défi, parce que quand vous ne participez pas à la table de décision, personne ne peut porter vos desiderata et personne ne peut porter votre plaidoyer à un plus haut niveau. Et ça affecte directement le travail de mareyeuses. Parce que là où on devrait poser nos problèmes, on devait plaider sur les freins qui font à ce que nous n'accédons pas aux poissons, on n'y arrive pas. Mais les grands freins, ce qui bloque ces secteurs, c'est d'abord les infrastructures. Parce que vraiment, presque tous les sites sont enclavés et nous avons des difficultés d'accéder à la matière première qui est les poissons, qui est notre première activité en tant que marieuse. Voilà, c'est ça la grande difficulté. Et les infrastructures, quand je parle des infrastructures, donc il y a les routes, il y a les infrastructures de stockage, des transformations et même des transports. Donc tout ça, ce sont des infrastructures qui peuvent faciliter le travail des mareyeuses afin qu'on puisse acheminer les poissons dans de grands marchés ou de grandes villes d'agglomération où il y a les gens pour les acheter. C'est ça le grand défi, mais nous avons aussi une autre difficulté qui ne dépend pas des décideurs politiques, et c'est les changements climatiques, parce qu'il y a rareté des produits sur le marché. On en Nous viendra. savons... On en viendra. On en viendra. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que je peux me retourner vers M. Obina sur la même question d'invisibilité? Lui, il travaille à l'IABIRA. M. Obina, vous êtes revenu. Voyons si vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à cette question d'invisibilité du secteur. D'accord. Donc, on va pouvoir continuer sans transition. Comme Madame Barry l'a dit, on ne finance pas ce qu'on ne voit pas et on ne voit pas ce qu'on ne compte pas. On passe sur la gouvernance et les politiques. Poser la question à Madame Barry, encore. La FAO estime que la pêche continentale africaine représente entre 2,5 à 3 millions de tonnes par an, mais la moitié échappe au recensement officiel. Quel est l'impact concret de cette sous-estimation sur les budgets que les États africains allouent au secteur? L'impact, c'est que, étant donné que ces pêches sont invisibles, elles ne sont pas prises en compte par les ministères de tutelle pour la planification et le financement, et donc elles ne reçoivent pas le soutien qu'elles devraient avoir. Donc, si vous voulez bien, je peux compléter un peu ma première réponse d'un point de vue de la FAO, puisque cette invisibilité, elle passe par les données et par les statistiques. Donc, tout à l'heure, j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'elles échappaient au système de suivi. Et j'aimerais compléter en disant que les données mondiales de la FAO sur les captures, en fait, que ce soit marine ou continentale, reflètent l'état des systèmes nationaux de collecte de données et dépendent beaucoup de ce qui est mis au point au niveau national. Donc, la FAO ne se contente pas simplement de rassembler les informations, mais quand il y a
des lacunes ou bien des incohérences, la FAO fait appel à des méthodes qui sont documentées et qui sont transparentes pour faire des ajustements et des corrections dans ces statistiques en recoupant plusieurs sources de données, par exemple les bilans alimentaires ou bien en s'appuyant sur ce que les organismes régionaux de pêche font. Et on travaille directement avec les correspondants nationaux pour améliorer ces bases de données. En fait, comme la base de données de la FAO, c'est l'unique source mondiale de statistiques des pêches auxquelles les gouvernements font référence et qu'ils utilisent pour leur prise de décision. Étant donné que ces bases de données-là, cette base de données-là a certaines lacunes ou en tout cas sous-estime la pêche continentale, il y a vraiment un problème de perception de la pêche continentale je m'entends, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit, qui, il y a un problème de perception de la pêche continentale qui n'est pas, qui n'apparaît pas de manière suffisamment forte donc, sur les radars de ces gouvernements. Mais on peut parler de solutions peut-être Un peu plus tard. dans la suite. Ouais. Un peu plus tard. Oui. Donc, sur la question de gouvernance, Monsieur Kontao, je me tourne vers vous. Les droits coutumiers des communautés de pêche restent souvent insuffisamment reconnus. Comment les organisations professionnelles réagissent-elles? Yeah, please, can you hear me now? Yes. Okay, so I'm ready. We will come back to you. All right, thank you very much. Bien. Donc, les droits coutumiers, Monsieur Kontao, je viens vers vous. Les droits coutumiers des communautés de pêche restent souvent insuffisamment reconnus. Comment les organisations professionnelles réagissent-elles face aux situations où des activités agricoles ou minières empiètent sur les espaces traditionnellement utilisés par les pêcheurs? Oui, d'accord. Les droits coutumiers sont reconnus au Mali. Le problématique est plutôt la question de conflit entre les communautés elles-mêmes autour des points d'eau. Cependant, nous avons commencé à trouver des solutions par rapport à ça. Pour continuer, il y a des projets que le gouvernement a initiés par rapport à la réorganisation de la communauté des pêcheurs, tels que ce qu'on appelle la cogestion, parce que nous faisons frontière à d'autres fleuves, parce que les villes se côtoient, il y a les différents fleuves qui se côtoient, donc il y a la cogestion. Ensuite, on a fait une organisation aussi par rapport au renforcement des capacités des producteurs même. Les communautés. Parce qu'on sent que les anciennes coutumes risquent de disparaître si on ne fait pas attention à nos moyens d'existence. C'est pourquoi on a organisé ce qu'on appelle la cogestion des travaux des fleuves, des pêcheries surtout. Monsieur Saro, directeur national adjoint de la pêche. Donc, comme il a dit, Kontao, les droits des communautés sont valablement reconnus au Mali en pêche continentale. Comme il a dit, il y a des petits problèmes de conflit de zones de pêche ou de pêcheries très productives pour lesquelles les communautés s'étirent un peu les coutumes, la propriété coutumière. Mais au-delà de ça, les droits qui sont oubliés par le gouvernement, c'est notamment l'école, les centres de santé qui ne sont pas financés parce que la pêche, elle est une migration à l'intérieur du Mali. Le seul pêcheur, il peut faire plusieurs sites dans l'année. Donc, il bouge avec sa famille. Maintenant, il a des enfants, il a des femmes qui ont besoin de soins de santé, d'école, de beaucoup de choses, mais qui n'est pas prise en compte un peu par le gouvernement. Donc, c'est la vraie difficulté auxquelles les communautés de pêche au Mali
font vraiment face. Donc, c'est les organisations de pêcheurs, telles que l'organisation de Pontao, qui se débat pour trouver des écoles, des centres de santé, des banques de céréales pour les communautés et pour lesquelles ils démarchent tout le temps le gouvernement pour qu'on puisse leur trouver un appui, surtout aujourd'hui dans le cadre de l'insécurité résiduelle que nous vivons dans les zones de pêche. Il y a certains qui quittent leur lieu de pêche pour un autre lieu et ça suscite à des difficultés auxquelles ils doivent faire face, pour lesquelles les organisations de pêcheurs doivent vraiment trouver une solution. Merci beaucoup, M. Sarré. Merci beaucoup. Permettez que je revienne sur M. Obina de l'IABIRA. Je vais revenir sur la question de l'invisibilité. Comme lui, il travaille au sein d'une organisation continentale. M. Obina, quelle est votre perception sur l'invisibilité de ce secteur? Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine? Yeah, all right. Thank you very much, Mr. Moderator and interpreter, for the effort you are making in this direction. It is my great pleasure to be in your midst today. Going back to the question asked about visibility of inland fisheries in Africa, my sincere understanding is though we have made several efforts, both at continental, at regional, and at national levels, but there is something that particularly that we have not done, and that is to have a deliberate communication and visibility strategy for inland fishery development in Africa. I think if we do that, it will go a long way in projecting and significantly the visibility of inland fisheries in Africa. That is what singularly I can say for now about it. If there are other ideas that come into my mind, I will add them as we progress in this meeting. Thank you very much. Once again, I'm sorry for the glitch I had at the beginning. Oui, ce sont les aléas des directs, nous comprenons. Et donc, nous restons toujours avec vous. Une autre question relative à la gouvernance. I'm available. Le lac Tchad est partagé entre 4 pays. Chacun a ses propres licences, ses propres périodes de fermeture, ses propres règles. Existe-t-il aujourd'hui un mécanisme de coordination régionale ou continentale réel qui est opérationnel sur la pêche dans ce bassin? Okay, that question is for me, right? Yeah. Yes, there is. Let me give you a bit of background. We are now doing a FishGov 2 project. Under the FishGov 1 project, which lasted between 2014 and 2018, AU IBA had a resort area on inland dedicated to inland fisheries. And under that resort area in that project, we were able to do quite a lot in that regards. One was assessment of these inland water bodies, including Lake Chad, I think including even River Senegal, and then Lake Victoria and Lake Tanganyika. It was done in such a way, it was clustered and then given to a consultant. For example, the consultant that handled for West and Central Africa was one Professor Falaye from the University of Ibadan. The one that did for Central Africa, East and Southern Africa, was Professor Benedict Satya. I think most of you will know him. And then for the North, it was done by Dr. Mohamed Megahead, who is now in FAO. So it was elaborately done specifically for all the water bodies. And then there were recommendations and strategies, action plans developed by this assessment, by this consultant. And then it didn't end there. We had to also went ahead to develop, particularly for Lake Chad and for Lake Victoria, we developed management plans for each of them. That of Lake Chad was done by one, I've forgotten his name, but it's from Côte d'Ivoire, one consultant from Côte d'Ivoire. And then it was validated. Members of these bodies through Lake Chad Basin Commission came together to validate that. Okay, that is at regional level.
Then we came together again. The outcome of this assessment done by all these experts, we came together and they brought all the stakeholders. That was in 2022 in Kampala, in collaboration with Lake Victoria. And then we developed a continental strategy, continental framework and strategy for inland fishery development in Africa, which received quite a lot of commendation from stakeholders, both partners, developing partners, and our collaborating partners as well. So that strategy is there, is very elaborately done, and it covers quite a lot of areas, including up to seven thematic areas, including measures and strategies that will strengthen inland fisheries to contribute to food and nutritional security, as well as creating an enabling environment for inland fisheries that will create wealth and increase economic benefits at local, national, and regional level. And then again, it also developed a strategy or framework for the protection of rights of fishers, especially those vulnerable groups, such as women, children, and physically impaired. And I went ahead to formulate policies to achieve equality in this area. So that is much I can say that we did. And then with particular reference to Lake Chad, it was elaborately done. And then the member states of Lake Chad Basin Commission came together in Yaoundé. I think it was in March 2018, and validated that framework. Thank you, Mr. Moderator. Merci beaucoup, M. Obina. Je vais vous tourner vers Mme Maïssa, qui est transformatrice. Et les conditions seront fixées, les conditions d'exercice de cette recherche seront qui par voie. Veuillez me couper les autres micros, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, je reviens vers Mme Maïssa. Ils viennent d'expliquer des stratégies qui sont mises en place et des exemples. En RDC, le fleuve Congo est immense. Votre activité de transformation de poissons dépend des règles de pêche que vous ne connaissez peut-être pas du tout. Qui décide dans votre zone? Est-ce que les règles dont il vient de citer tout à l'heure vous impactent? Oui, merci beaucoup, M. Diallo. C'est ce que j'allais dire quand j'ai commencé à parler. Le grand problème, c'est cette aussi vulgarisation. Il y a plusieurs outils, plusieurs documents, plusieurs conventions, plusieurs réglementations qui se font au niveau continental et au niveau régional, mais qui ne sont pas vulgarisées à la base. Et c'est difficile de s'approprier une loi, de s'approprier un cadre dont on ne fait pas connaissance. Maintenant, au niveau local, on ne connaît même pas ce cadre qui a été validé, approuvé par le gouvernement. Et voilà, maintenant, c'est difficile pour nous d'aller plaider dans le cadre de ce cadre pour la mise en œuvre d'un cadre qui n'est pas connu. Et c'est le problème majeur pour tous les autres outils mis en place, même pour la FAO. Il y a plusieurs outils, mais ces outils ne sont pas vulgarisés auprès des acteurs à la base que nous sommes, pour que nous puissions nous approprier ces outils et qu'ils puissent nous servir comme un instrument de plaidoyer. Et c'est toujours ces problèmes-là. Comme je vous l'ai dit, il y a quand même quelques réglementations par des arrêtés ministériels. Il y a le plan national pour le développement de la pêche qui a été développé par la FAO et le ministère de la Pêche en République démocratique du Congo. Ça reste toujours au niveau du ministère, c'est toujours au niveau national. Le pays est trop grand. Maintenant, pour vulgariser aussi ces plans au niveau des provinces, afin que les gens puissent s'en approprier, c'est toujours le même problème qui se pose. Donc, voilà la grande difficulté que nous avons par rapport aux décisions qui sont prises au plus haut niveau et dont nous ignorons et nous ne savons pas comment vulgariser ces décisions et comment on peut s'approprier ces décisions-là. Merci. Je vais poser une question à deux personnes, Madame Bahari et Monsieur Obina. Monsieur Obina, vous parlez de stratégie et vous avez écouté Madame Maïssa qui dit que, bien sûr, les stratégies existent, mais il n'y a pas de vulgarisation. Donc, les communautés ne connaissent pas le contenu. Comment pourront
pourront-elles respecter ces règles si elles ne comprennent pas? À votre niveau, quels sont les efforts de vulgarisation qui sont mis en œuvre pour permettre aux communautés de comprendre et de se ranger à ces principes? Si je prends par exemple le cas des directives volontaires, et de l'autre côté, M. Obina a parlé aussi des stratégies qui sont là, mais les communautés ne les connaissent pas. À vous la parole, s'il vous plaît. Yeah, thank you very much. Yes, I agree with you that maybe have been existing gaps in this area, but AUEBA has moved up above just developing frameworks and living them there. After that, we go down, we collaborate with the regional economic communities, and then also go down to the member states. Of course, in observance of their sovereignty, we try to harmonize what is on the ground at national level. We will, for example, the policy framework and reform strategy. You know, we have established at continental level. Of course, you know that AUEBA at this stage is operating at macro level, while the on-the-ground governance of inland fisheries largely falls to individual member states, and of course, maybe localized transboundary bodies, leaving AU implementation highly dependent on national political will and the resources. But Africa, we at AUEBA have gone merely beyond drafting enforceable framework and the likes. The reality of a governance model in AUEBA involves harmonization. How do we, cascade this continental strategy that we are offering, or that we have developed to the national level, and then we have driven the adoption process, through organizing, supporting member states, to harmonize all the frameworks, most of the framework, particularly policy framework, at national level. And then also, we've been strengthening regional institutions. And then, of course, you know about the African Fisheries Reform Mechanism, which was established by the AU in order to foster coherence. This mechanism, that is the African Fisheries Reform Mechanism, helps member states to integrate, their continental priority down to the national level. Of course, there are levels of African Fisheries Reform Mechanism, of which most of the people in this conference belong to one of the organs or the other, starting from the working group to the think tank executive committee, and then to the advisory council, and then the APES body that now reports to the hierarchy of the African Union. So through this technical support, we directly assist countries in aligning their national fisheries laws, especially inland fisheries law, and of course, climate change and policies with the continental framework. At the same time, we also add to it capacity building. But generally, before I conclude, let me say that while the African Union lacks the executive authority to directly enforce, fisheries regulation at local level or at lake or river level, our governance role is crucial for setting shared standards, which of course also helps us to have a unifying African voice in global negotiation, and of course also pushing member states to build more suitable data-driven sector that will contribute to food security at national level and eventually at the continental level. Thank you, Mr. Moderator. Merci. Une précision sur la même question à Madame Bahri. Les directives volontaires pour la pêche artisanale durable couvrent explicitement la pêche continentale. 10 ans après leur adoption, en Afrique, lors du dernier sommet de la pêche artisanale en 2024, il n'y avait que 6 États africains qui avaient mis en œuvre ces directives. Selon vous, vous avez écouté Madame Patricia, où se trouve le blocage exact pour la vulgarisation et la mise en œuvre de ces instruments qui sont dédiés aux communautés? Oui, merci pour la question. Et oui,
j'ai bien entendu le commentaire précédent. Alors, les directives de la pêche artisanale, il y a eu énormément de bruit qui ont été faits sur ces directives. Et si vous avez suivi le processus de développement de ces directives, vous savez que ça a été un processus extrêmement participatif qui a couvert toutes les régions du monde. Et les collègues qui se sont occupés de ça ont vraiment essayé d'aller au niveau le plus local possible pour intégrer toutes les priorités du secteur de la pêche artisanale. Et la pêche continentale en fait explicitement partie, comme vous le dites. Patricia dit, le son est interrompu, y compris le mien, Patricia? Bon, j'espère que ça va mieux. Et Ça va mieux. alors, ce qu'il y a, c'est que ce sont des directives, disons, les directives de la pêche artisanale sont volontaires, comme leur nom l'indique. Donc, elles fournissent des orientations au pays pour différents types de sujets, donc le régime foncier, la gouvernance, le développement social, changement climatique, l'égalité des sexes et ainsi de suite. Ensuite, et c'est au pays après de les mettre en œuvre. Et comme on a vu que il y avait justement une certaine lenteur à mettre en œuvre ces directives, maintenant on est engagé dans un processus de développement, d'élaboration de plans d'action nationaux pour la mise en œuvre de ces directives. Donc il y a un site internet qui recense ça qui s'appelle SSFLEX. .fao.org qui recense donc les pays qui font explicitement référence à ces directives dans leur politique et leur législation nationale. Donc, il y a un certain nombre de pays qui ont été très actifs. On peut en citer quelques-uns, comme le Cap-Vert, le Ghana, Madagascar, le Malawi, l'Ouganda, le Rwanda, et ainsi de suite. Il y en a une douzaine comme ça, une douzaine d'exemples dont on peut discuter, avec des exemples très marquants comme Sao Tomé et Principe qui pourraient être, disons, pris comme exemple, ou bien le Ghana qui reflète, disons, qui a développé une législation qui prend en compte de manière explicite les directives. Alors, les obstacles sont souvent, comme d'habitude, sont souvent institutionnels. La pêche continentale en particulier est souvent prise en étau entre plusieurs secteurs, comme l'irrigation, comme la gestion des zones humides, l'exploitation minière, la pollution. Et donc, on ne sait pas exactement sous quel, disons, quel ministère de tutelle ça devrait tomber. Bon, il y a une faible reconnaissance juridique des régimes fonciers coutumiers et communautaires. Et ça, c'est pas suffisamment reconnu aussi dans le droit écrit. Ça, c'est directement pertinent pour la pêche continentale. Il y a aussi une fragmentation des responsabilités institutionnelles. Donc, les institutions chargées de l'eau, de l'environnement, de l'agriculture, de l'énergie, des collectivités locales et de la pêche jouent toutes un rôle, mais la coordination est insuffisante. Et puis, il y a une lenteur des cycles de réforme juridique et de prise en compte de ces instruments nationaux. Donc, ce que la FAO fait, c'est que pour essayer de pousser, disons, d'accélérer cette adhésion générale à la mise en œuvre concrète des directives, on est en train de faire des diagnostics juridiques parce qu'il y a certains pays aussi qui sont peut-être pas prêts d'un point de vue juridique ou législatif à intégrer les directives de la pêche. Donc, c'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain. Et je voudrais juste conclure en disant qu'il y a, en parlant du CIFA, alors le CIFA, c'est le comité pour la pêche continentale et l'aquaculture en Afrique, qui a aussi un rôle à jouer dans l'intégration et la prise en compte et la mise en œuvre de ces directives.
Et sans doute, c'est une institution qu'on peut, ou un mécanisme qu'on peut utiliser pour s'assurer, justement pour répondre aussi à cette question sur la vulgarisation, pour s'assurer que toutes les parties prenantes participent aux discussions et s'assurer que ces instruments qui sont adoptés formellement par les pays puissent être, peut être traduits en action locale. Et y compris aussi utiliser le CIFA pour voir quels sont les besoins en termes de vulgarisation et d'action locale qui puissent aider les professionnels de la pêche et ceux qui dépendent de la pêche pour leur survie. Merci beaucoup, Madame Barry. Monsieur Kontao, avant d'aller vers vous, s'il vous plaît, veuillez couper le partage d'écran, s'il vous plaît. Veuillez couper votre partage d'écran. Et nous allons passer à un second point, parler d'économie, valeur et financement. Monsieur Obina, je reviens vers vous. L'UA a une stratégie pour l'économie bleue. Les pêcheurs continentaux africains ont-ils accès en pratique aux mécanismes de financement que cette stratégie mobilise? Yeah, thank you, Mr. Moderator. In terms of Africa Blue Economy Strategy, that is ABES, you know, it has 5 thematic areas, and one of them is dedicated to fisheries, aquaculture, and conservation of aquatic ecosystems. You know, under that, AUABA has been helping member states, you know, to develop their national blue economy strategy that is aligned to the African Blue Economy Strategy. Not only member states, even the regional economic communities. I think out of the 8 regional economic communities, we have supported about 5 or 7 of them. And then for member states, we have supported up to 19 of them. And then it is still ongoing. Like this year, we are going to support 4 member states. Now, in terms of finance, yes, the Africa Blue Economy Strategy is actually attracting funding. For example, there is one project that is dedicated to implementation of Africa Blue Economy Strategy, which is funded by Norway. And Norway, since the year 2022, they have been extending support to member states through AU-IBA. That is one. Secondly, Sweden, the Swedish government is also supporting what we call aquatic biodiversity conservation of aquatic biodiversity conservation in the context of the Africa Blue Economy Strategy, which has been ongoing since 2021, and then it will also last till next year. So through these 2 projects, the 2 projects are focused on implementation of Africa Blue Economy Strategy, one on conservation of aquatic biodiversity, and then the second one funded by Norway, specifically on the implementation of the thematic area 1, which is on on fisheries, aquaculture, and conservation of aquatic ecosystem in the context of the Africa Blue Economy Strategy. Thank you, Mr. Moderator. Oui, toujours je veux concrètement, quelle est la place de la pêche continentale dans cette stratégie? Parce que souvent la stratégie parle de pêche et d'aquaculture, mais la place de la pêche continentale, où elle est? Yeah, that thematic area 1 has 3 clear goals, and one of them encompasses inland fisheries. I can share all these documents that I mentioned. It encompasses the inland fisheries. And then in order to give fisheries and aquaculture, particularly inland fisheries, prominence in the implementation of Blue Economy Strategy, we have articulated an action plan that will be extended to 4 member states in the first instance, you know, that will highlight fisheries and aquaculture. The inland fisheries is accommodated comprehensively in this action plan. Merci beaucoup.
quel pourcentage à Madame Maïssa, Madame Patricia Maïssa, vous transformez donc, quel pourcentage de la valeur finale du produit reste dans votre communauté une fois que vous avez payé les intermédiaires? C'est-à-dire, vous faites la transformation, vous vendez, et il y a le transport, il y a les taxes formelles et informelles. Qu'est-ce qui vous reste après? Bénéficiez-vous après des financements, de crédits ou d'assurances pour continuer vos activités? Oui, Monsieur Diallo, c'est ça la grande difficulté dont je fais allusion. Donc, on peut, à plus de 30% de l'investissement, ça reste pour ces charges-là. Donc, les charges liées à la manutention, au transport, au sel pour ceux qui font le salage, au combustible pour ceux qui font le fumage et toute la main-d'œuvre qui va avec. Donc, si on y ajoute encore l'emballage qui demeure aussi un grand défi pour que nos produits soient compétitifs sur le marché. Donc, vous trouvez que la marieuse, vraiment, elle travaille presque juste pour la survie. C'est pour la survie. Et quand il y a rareté des poissons, parce qu'on ne travaille pas même tous les jours, il y a les temps de fermeture, il y a les temps de manque de la matière première. Mais malgré ces moments-là, on doit manger, on a des familles qu'on doit supporter, on a la scolarité des enfants qu'on doit payer, on doit s'y payer à différentes charges. Et toutes ces choses-là, ça fait assez que les mariés ont un poids sur leurs épaules et du fait que les banques ne sont pas là pour nous accompagner parce que notre métier, c'est un métier à haut risque. On n'a pas accès même aux fonds, même au crédit bancaire. Et voilà, ce sont toutes ces difficultés-là qui font assez que les mariés ne travaillent que pour la survie. C'est ce que je peux dire. Donc, c'est pour la survie parce qu'il y a même les invendus qu'elles consomment elles-mêmes. Et elles travaillent encore à perte. Là, elles ne savent même pas évaluer si elles ont bénéficié ou elles ont perdu. Très bien. Voilà, Madame Barry, Madame Barry Tarouk, vous, au niveau de la FAO, vous faites des études, vous sortez des chiffres de production. Madame Patricia nous donne ici une réalité de survie. Ces deux mondes se rejoignent-ils quelque part, à votre avis? Alors, ces deux mondes devraient se rejoindre normalement dans un monde parfait, mais manifestement, ils ne se rejoignent pas suffisamment. Alors, la FAO est une organisation intergouvernementale donc, qui réunit des pays donc, en son sein et au sein d'organisations régionales comme le CIFA, la CPCAA, donc Comité des pêches continentales de l'aquaculture pour l'Afrique, parce que ce sont des représentants des pays qui font partie de ces comités. Et ensuite, c'est la même chose pour le COPAS, donc pour les pêches marines en Afrique de l'Ouest. Et il y a des discussions, il y a des études qui sont faites, les problèmes sont posés, des solutions sont envisagées. Et ensuite, les pays, normalement, devraient les représentants de ces pays rentrent chez eux et mettent en œuvre ces solutions dont on a discuté. Quand il y a besoin d'assistance, que ce soit technique ou financier, les pays peuvent s'adresser à des partenaires dont la FAO fait partie pour mettre en œuvre ces solutions. Donc, les pays sont souverains dans les décisions qu'ils mettent en place et le type d'action qu'ils veulent mettre en place. Et les partenaires internationaux sont là pour les aider à mettre en place ces solutions. Donc, moi, par exemple, si je prends mon cas personnel, pour pouvoir agir avec une organisation professionnelle sur le terrain, mon interlocuteur sera, entre autres, le ministère de tutelle. Donc, tout l'enjeu, et c'est la raison pour laquelle
les discussions au sein de la FAO et au sein de toutes ces organisations régionales, les comités et les commissions régionales, ont été progressivement ouvertes à la société civile, aux représentants des organisations professionnelles pour s'assurer justement que ces deux mondes-là se rejoignent. Donc, je pense que c'est là la clé. C'est vraiment de pouvoir mettre tous ces acteurs autour de la table pour que tout le monde participe aux discussions et à la mise en œuvre des solutions. Et juste pour clore, parce que j'aimerais rebondir sur ce que M. Obina Anozi a dit tout à l'heure à propos des plans de gestion autour du lac Tchad. En fait, c'est exactement ce qu'on fait quand on développe un plan de gestion et c'est l'approche qu'ils ont utilisée. C'est qu'on s'assure que la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait une cartographie des parties prenantes pour savoir qui sont disons, les acteurs qui comptent dans le développement d'un plan de gestion ou dans la mise en œuvre d'une solution. Donc, c'est la première chose qu'on fait. Et puis, on appelle tous ces parties prenantes pour les mettre autour de la table pour pouvoir s'assurer que les solutions répondent aux exigences de tous et qu'on trouve un consensus autour de la manière de les mettre en œuvre. Merci beaucoup, Madame Barry. Nous allons passer à un autre point, c'est-à-dire l'inclusion des femmes et des jeunes dans le secteur. Les femmes assurent l'essentiel de la transformation du commerce et de l'approvisionnement alimentaire local dans la pêche continentale africaine. Les jeunes quittent malheureusement le secteur. Ces deux dynamiques menacent la transmission et la durabilité du secteur. Madame Patricia, vous qui êtes marieuse, quand une décision est prise sur la réglementation de la pêche dans votre zone, est-ce que des femmes comme vous participent? Est-ce qu'elles sont dans la salle? Si oui, comment vous êtes représentée et avec quel mandat? Ok, merci Diallo. Comme vous l'avez dit, quand il y a des décisions, aujourd'hui, oui, nous sommes souvent invités par le ministère parce que notre réseau, les réseaux que nous encadrons en République démocratique du Congo, ils représentent les acteurs non étatiques et AW Fishnet, donc les femmes transformatrices et commerçantes. Et c'est autour de ces réseaux, nous avons plusieurs associations, des coopératives de pêcheurs, et même quelques PME de femmes entrepreneurs qui sont transformatrices et commerçantes des produits de pêche. Nous participons aux réunions au niveau du ministère et nous y allons pour représenter les autres et nous avons un mandat électif où on a été élu pour chapeauter les réseaux. Et voilà, c'est comme ça que nous allons représenter les autres au niveau national qu'international. Mais il y a toujours ces freins-là, des décisions sont prises, des propositions sont émises, mais la mise en œuvre et surtout les moyens, c'est le budget qui manque. Parfois, le ministère a la bonne foi, il y a des associations, des organisations qui sont même retenues, maintenues dans les interventions économiques du gouvernement pour être subventionnées. Mais à la fin de l'année, vous allez trouver que le ministère du budget n'a pas libéré l'argent. Donc, on fait trouver que le ministère de Pêche est de bonne foi pour aligner ces partenaires que nous sommes. Mais quand au niveau de budget et de finances, on ne libère pas les fonds, ça devient compliqué parce qu'on ne saura pas fonctionner et nos projets tombent caducs. Et l'année suivante, on doit encore reprendre la même procédure. Voilà, ce sont toutes ces difficultés-là que nous rencontrons. Mais généralement, c'est en tout cas après beaucoup de plaidoyer aujourd'hui, il ne se passe une réunion où il y a plusieurs parties prenantes à intervenir sans que les acteurs ne soient invités par les ministères et que nous participions à la table de décision. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers M. Kontao. M. Kontao, le collectif, votre collectif, est-ce qu'il intègre des femmes et des jeunes dans ces instances dirigeantes? Parce qu'on parle ici d'inclusion des jeunes, des femmes et des jeunes. Oui, merci, M. Diallo. Par rapport à votre question, nous, au Mali, surtout la pêche continentale, nous travaillons uniquement pour les femmes et pour les jeunes. Les femmes sont au début et à la fin. Non seulement
dans les organisations, mais aussi dans le travail. Pourquoi je dis cela? Dans les organisations, moi, mon collectif, la femme est ma trésorière. Mon secrétaire général est une femme. Ça, c'est dans le bureau. Il y a beaucoup de femmes. Deuxième chose, nous, pêcheurs continentaux, entre le poisson et nous, c'est le matin seulement. Après avoir pêché, amené au bord, c'est fini. C'est la femme et les jeunes qui travaillent tous les poissons, qui font tout le reste. Les jeunes, les femmes. Même notre nourriture, c'est les femmes qui payent. Maintenant, par rapport à la représentation, moi, je pense que le modèle est très simple. C'est un modèle pyramidal, de la base au sommet. C'est-à-dire avoir une représentation locale, une union communale et régionale, une fédération nationale forte, une coordination régionale ou sur-régionale. C'est comme ça qu'on peut vulgariser tout ce dont on a besoin, par exemple, même à la directive volontaire. C'est ce que nous avons fait au Mali. Nous faisons partie des 4 pays qui ont organisé les directives volontaires. Par rapport à la communication, c'est depuis la base jusqu'au sommet. Nous avons informé tout le monde par rapport aux règles des directives volontaires. Maintenant, nous sommes butés à quelques petites difficultés par rapport à la collecte de données, comme l'a dit Madame Lafao. Barry. Barry, effectivement. Pour s'intéresser à la pêche, il faut savoir exactement la statistique de la pêche. Notre problème, c'est un peu là-bas. Ensuite, la gestion durable des ressources. Le plaidoyer doit se fonder, se focaliser sur la collecte des données, surtout. Voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à cette question. Et pour aborder le dernier point de ce webinaire et puis ouvrir le chat pour les participants, nous allons parler juste d'une question, changement climatique. Madame Bahri, vous coordonnez le travail de la FAO sur le changement climatique aussi. Quelle est votre évaluation de la trajectoire des stocks d'eau douce africaine d'ici 2050? Est-ce qu'il y a une étude existante? Attendez, je suis en train de finir de répondre à une question par écrit. Donc, quelle est la question? Excusez-moi, Aliou, c'est quoi? Oui, je disais que le changement climatique, Oui. quelle est votre évaluation sur la trajectoire des stocks d'eau douce africains d'ici 2050? Alors, ça, il faut que je sorte ma boule de cristal pour regarder dedans. Oui, effectivement, je me suis beaucoup occupée de changement climatique avec un intérêt particulier pour la pêche marine, sachant que la pêche continentale, en fait, présente une vulnérabilité particulière au changement climatique en raison, disons, de l'aspect, je ne sais pas comment on dit ça, confiné, on va dire. Ce sont des masses d'eau qui sont fermées, contrairement aux océans. Et donc, les ressources de la pêche, donc les poissons n'ont pas où aller. Dans les océans, les ressources de la pêche se déplacent vers le nord, vers le sud, ou bien en profondeur. Dans les lacs, il y a beaucoup moins de marge de manœuvre. Alors, on a publié une revue assez extensive sur l'impact des changements climatiques sur la pêche et l'aquaculture, qui date un peu quand même depuis, parce qu'elle a été publiée en 2018. Donc, il y aurait, disons, nécessité de la mettre à jour avec les nouvelles informations qui sont disponibles. Dans cette publication, dont je peux vous envoyer le lien, qui n'existe malheureusement qu'en anglais, mais il y a un résumé qui existe en français, je peux vous envoyer le lien. Il y a une boîte à outils pour l'adaptation. C'est une boîte à outils assez générique, hein, qui recense, disons, des solutions potentielles. C'est un problème énorme, en particulier pour la pêche continentale en Afrique, parce que
le changement climatique va venir se greffer sur des problèmes existants de vulnérabilité, d'insécurité alimentaire, d'insécurité nutritionnelle. Et les solutions doivent être, disons, discutées et mises en œuvre au cas par cas. En ce qui concerne l'horizon 2050, alors ça, c'est une étude qui manque. On a fait ça pour les pêches marines. On a commissionné euh, une université qui s'occupe de modèles, de voir quelle est la projection à l'horizon 2050 et 2100 de l'état des ressources de la pêche marine. Mais on n'a pas d'études similaires pour la pêche continentale. Et d'ailleurs, c'est une des choses un des chantiers auxquels j'aimerais m'atteler, Vous focalisez. ouais, même s'il est très complexe, parce qu'en fait, pour pouvoir faire ces projections, on a besoin de données. Et or, on en manque. On a commencé le webinaire en parlant de l'imprécision des données disponibles sur la pêche continentale. Donc, je voudrais le souligner de nouveau. Et donc, il faut qu'on trouve un moyen de faire ces projections en utilisant des protocoles ou des méthodes euh, qui utilisent peu de données. Donc, j'espère qu'on va pouvoir faire ça dans un avenir proche. Merci beaucoup. Euh, Monsieur Kontao, peut-être la question à Monsieur Ouais, Saré, comme il est le directeur adjoint du ministère, la question sur le changement climatique. effectivement. Ouais. Comment la pêche continentale est impactée et quelles sont les mesures qui sont en train d'être prises pour y faire face? Vous savez, j'étais pressé d'entendre cette question-là. J'étais vraiment pressé. Parce que ici, la pêche continentale souffre de beaucoup de choses par rapport au changement climatique. D'abord, il y a la dégradation des ressources halieutiques. Les pêcheurs constatent une baisse progressive des captures liées à la diminution du niveau d'eau. Ça, c'est naturel. Les effets de changement climatique, l'ensablement des cours d'eau, mais il y a aussi notre faute, c'est la surexploitation de certaines zones. Ça, c'est nous-mêmes. Ensuite, l'utilisation des techniques de pêche non réglementaires, ça, c'est nous encore. Et je continue. Quelle est la solution? Il faut préserver les zones humides, lutter contre la pollution et gérer durablement les ressources. L'adaptation du changement climatique. Maintenant, je vais passer la parole à mon directeur adjoint, mais avant cela, je vais poser moi-même une question. Pourquoi la pêche n'est jamais financée, n'a jamais été financée? Une question pour tout le monde. La parole. Très bien. OK. Monsieur Saré, s'il vous plaît, une minute. Nous devons Oui, après et ouvrir le débat pour les participants. le problème, il est crucial au Mali, hein. Il est crucial parce que changement climatique, c'est les zones de reproduction qui sont asséchées. Les poissons ne peuvent plus atteindre ces zones de reproduction pour se reproduire et migrer encore vers le lit majeur du fleuve. Donc, c'est une diminution progressive des captures qui joue sur tout des pêcheurs. Tout. Donc, le problème des changements climatiques demande une activité de résilience extraordinaire au niveau des pêcheurs. Les pêcheurs sont obligés de se réadapter, d'où euh, l'appui l'appui inestimable des femmes et des jeunes pour appuyer les chefs de famille. Les femmes s'adaptent considérablement à cette dégradation des captures au niveau des pêches. Elle évolue par des petites activités de transformation, de petits commerces, de maraîchage, de tout, mais qui n'est pas aussi financé, qui n'est pas financé dans les campagnes. Merci. Merci beaucoup. Donc, une question à tous les panélistes. Donc, 3 mots pour conclure vos interventions. Donc, en appelant à l'action, en essayant de proposer des solutions concrètes aux différentes problématiques que nous avons eu à évoquer. Première intervenante, Madame Bahri, et ainsi de suite. Bon, 3 mots, c'est pas beaucoup, hein, mais on va essayer. Mais je pense que moi, je conclurai sur donc 3 aspects. Le premier, c'est
la nécessité d'avoir des informations un peu plus précises sur la pêche continentale. Pas pour ce n'est pas dans le but d'avoir juste des informations, mais c'est vraiment le but pour sensibiliser aussi bien les autorités nationales que les bailleurs de fonds pour les stimuler et les sensibiliser pour les financements de la pêche continentale. Le deuxième aspect est, je crois que le monsieur du Mali l'a à juste titre souligné, c'est que indépendamment des financements et indépendamment des statistiques et des informations, une gestion durable des pêches continentales, c'est vraiment l'endroit par lequel il faudra commencer, non seulement pour sauvegarder le secteur, mais aussi pour favoriser l'adaptation au changement climatique. Et le troisième point, c'est qu'on ne part pas de zéro. Je pense qu'il y a des initiatives qui sont en cours autour du lac Victoria, ou bien même avec les autorités du bassin du Niger. Donc, je pense qu'il y a des modèles sur lesquels on peut se baser et qu'on peut répliquer ailleurs pour trouver des solutions et les mettre en œuvre. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Obina, à vous la même question. Monsieur Obina, est-ce qu'il nous entend? OK. Monsieur Kontao. Thank you very much, Mr. Moderator. I can hear you. I had issue with my microphone. I would like to conclude also on 3 areas, like you have mentioned. First of all, on the issue of the communication, I would like to conclude by saying that everybody, stakeholders, perhaps at continental level, AUABA will spearhead this action by trying to establish or develop a communication strategy that is specifically on inland fisheries, that will be all inclusive. When I mean all inclusive, all the stakeholders should be like a participatory and inclusive in formulating it and then in implementing it. Then secondly, on communication, Madam Patricia mentioned something that I like. We also need to upscale our efforts in the dissemination of information. For example, I'm surprised that you are asking me what we have done at inland fisheries when we have actually developed a strategy. Perhaps it is our fault not to have disseminated it effectively for you to know and then for you to have used it in this kind of meeting. So dissemination of information is very, very important. That's my stake on communication. And then on climate, I didn't say something on the climate. This is a kind of information. I would like to inform you that AUABA is making deliberate effort to ensure that climate issues are adequately addressed in the inland fisheries. And then because of that, through one of our centers of excellence in Egypt, the Center for Laboratory for Aquaculture Research, developed a continental study. So it's not a framework rather, but it's like a study on and recommendations on what could be done about climate issues. And of course, if you're talking about climate issues, it is mostly the inland fisheries that are more affected. A typical example is Lake Chad resources. Then I also want to conclude on gender. I want to say 1 or 2 things about gender. It is not appropriate to conclude a discussion on gender on fisheries and aquaculture at continental level or at this level without mentioning the effort the AUABA has made by developing the off-fish nets and supporting the development of off-fish net at continental level. Off-fish net is African women in fish processing and marketing, I think, and trading. I think Madam Patricia used to be the vice president of that organization. So I really made effort in that regard. And then when I was talking about aquatic biodiversity conservation in the context of blue economy, that project has 4 thematic areas, but one of those 4 thematic areas is dedicated to gender inclusivity. And then because of that, AUABA was able to employ a gender person, Madam Stephanie, I don't know if you know her,
And then it so happens that she's the only gender person in AUI by now. So she covers both fisheries, animal resources, livestock, and others. So it is, I think it's something that is worth mentioning. And then finally, of course, the policy framework and reform strategy and then African fisheries Conclusion, s'il vous plaît. Conclusion, s'il vous plaît. I'm wrapping up. Has a dedicated area on cross-cutting on gender issues. And then I think we are making efforts in this direction. So thank you very much, Mr. Moderator. And thank you for inviting me to this occasion. Merci à vous. Monsieur Kontao, votre conclusion. Merci Aliou. Je suis pressé de prendre la parole. Je remercie d'abord la CAOPA pour avoir mis la pêche continentale sur la table du monde. Ça, je remercie la CAOPA. C'est grâce à la CAOPA qu'on parle aujourd'hui de pêche continentale dans le monde entier. Ma conclusion, la pêche continentale ne doit plus être considérée comme un secteur marginal. Elle nourrit des millions de personnes, crée des emplois, contribue fortement à l'économie locale. Les pêcheurs doivent être reconnus comme des acteurs essentiels de la gestion durable des ressources pleinement associées aux politiques publiques et aux décisions concernant les espèces aquatiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Maïcha, votre conclusion, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Aliou. Je ne peux pas conclure sans pour autant remercier d'abord la CAOPA qui nous a donné cette opportunité et reconnaître aussi tout ce que l'UABIRA a fait et ce qu'il fait parce qu'on a toujours été invité dans différentes réunions pour prendre connaissance de ces outils. Et remercier aussi la FAO pour le travail qu'ils sont en train de faire, surtout pour ces projets-là qu'ils vont mettre en place afin de documenter aussi la pêche continentale comme ils l'ont fait par la pêche maritime. Pour conclure, je peux dire que la pêche continentale n'est pas marginale. Donc, elle est un pilier discret mais stratégique de l'avenir alimentaire en Afrique. D'où la reconnaître à sa juste valeur, c'est investir dans une croissance plus inclusive et durable. Et tout cela passera par une protection durable de nos lacs, nos fleuves et nos zones humides. Je vous remercie. Merci infiniment à vous. Nous allons ouvrir maintenant le chat pour permettre à 3 personnes ou 4 de poser leurs questions. Veuillez lever votre main et nous vous donnons la parole pour poser la question et dire exactement à qui vous la posez. Et ne commentez pas la question, s'il vous plaît. Madame Awa Djigal, vous avez la parole, s'il vous plaît. Après, Dr Ndiaga Gueye. Madame Awa Djigal. Oh, that's great. Huh? OK. Docteur Gueye, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, et félicitations encore à la CAOPA pour cette belle initiative. J'ai déjà d'ailleurs posté dans le chat ce que je voulais dire. C'est par rapport à la gouvernance de la pêche continentale. Nous avons tous reconnu dans ce webinaire son importance à multiples niveaux en Afrique. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on ne prend pas souvent en compte lorsqu'on essaie de gérer la pêche continentale. C'est les autres usages que l'on fait des plans d'eau, que ce soit les rivières ou les lacs, qui sont aussi le lieu où s'exerce la pêche artisanale. Prenons tous les grands fleuves que nous avons en Afrique. Partout, on met des barrages. Au niveau de l'OMVS, au niveau du fleuve Congo, au niveau du Nil, partout, on met des barrages. Partout, il y a de l'urbanisation qui fait qu'autour de ces grands lacs, maintenant, c'est des populations massives que nous trouvons. Avec tout ce que là, ça implique comme malheureusement pollution. Prenons juste le cas du fleuve Sénégal. Si vous allez sur le petit bras du fleuve à Saint-Louis, les populations ont presque fait du fleuve le lieu où on vient déverser les poubelles qui sortent des maisons. Ça tue complètement l'écosystème.
Et il y a surtout que lorsque les organisations comme l'OMVS ou l'autorité du bassin du Niger font le programme de politique d'investissement et tout, on oublie complètement la pêche artisanale et la pêche continentale. Ça, c'est un des grands problèmes qu'il va falloir peut-être que les États aussi, si tant est-il qu'ils considèrent la pêche continentale comme vitale, prennent en charge pour que dans les politiques des organisations qui gèrent les bassins, on intègre aussi la donnée pêche dans ce domaine-là. C'est extrêmement important. Là, FAO a déjà commencé à travailler sur ça et heureusement que ce dossier est entre de bonnes mains avec l'arrivée de ma collègue Tarou. Merci. Merci beaucoup, Dr Gueye. Madame Djigal, est-ce que votre micro marche maintenant? Essayons. Vous m'entendez? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Donc, bonjour tout le monde et félicitations à la CAOPA pour ce Zoom très intéressant sur la pêche continentale. Je félicite aussi les panélistes. Voilà, donc je voudrais vraiment insister sur le manque de données fiables, l'invisibilité vraiment de la pêche continentale et qu'il faut vraiment des solutions pour visibiliser cette pêche continentale si importante, comme on l'a vu à travers ce panel. Mais je voudrais aussi, surtout au niveau du Sénégal, comme on le constate, et partout ailleurs, poser la question de l'amélioration de l'accès des femmes transformatrices à des financements et à des investissements adaptés. Parce que souvent, au niveau continental, vraiment, il y a très peu d'infrastructures et très peu de financement pour les femmes qui s'y activent. Donc aussi, je voudrais insister aussi sur, au niveau de la résilience, comment renforcer la résilience des communautés vivant autour de cette pêche continentale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour vos propositions. Ce sont des propositions et je pense que Madame Taroub l'a dit tout à l'heure que la pêche continentale sera un de ses chevaux de bataille lorsqu'elle commencera à travailler. Monsieur Taïou, vous avez levé la main, s'il vous plaît, allez-y. Bonjour. Alors déjà, mon cher Aliou, je suis Madame Metchoum Taïou, je suis une dame. J'ai rejoint depuis le Cameroun et je suis très intéressée par ce webinaire parce que moi, je suis marketiste et entrepreneur bleu au Cameroun, où je suis la fondatrice d'un festival du poisson local qui s'appelle Ndemalasoué, qui est dédié uniquement aux artisans du secteur de la pêche et de l'aquaculture, sur toute la chaîne de valeur. Ceux qui produisent les aliments, les équipementiers, les producteurs, les transformateurs et même les restaurateurs. Parce qu'au Cameroun, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays africains, la street food sur le poisson est gérée par les femmes. Donc, elle fait aussi ce que je comprends. Nous avons du mal à vous entendre. Il y a un problème de connexion. Nous ne vous entendons pas. Donc, Monsieur Adama Faye, s'il vous plaît, allez-y. Et s'il vous plaît, sans commentaire, une minute. Notre temps est échu pratiquement. Merci beaucoup, M. Aliou. Donc, c'est juste, je vais aller très vite, remercier la COAPA pour l'organisation de ce panel, qui vient à son heure, hein, parce que la pêche continentale, comme l'ont dit beaucoup d'intervenants, est le parent pauvre du secteur des pêches. Et là, je pense que c'est une nouvelle dynamique qui s'amorce et j'encourage la COAPA à aller vers l'avant pour permettre aux communautés de base, qui sont les communautés les plus vulnérables dans tous les pays du monde. Donc la pêche continentale, c'est une pêche de subsistance pratiquée par des personnes sans ressources. Les femmes qui s'y activent n'ont pas de financement, n'ont rien. Donc les politiques, il doit y avoir une nouvelle donne
parce que la pêche maritime, on a mis beaucoup d'investissements dans la pêche maritime, beaucoup d'appui dans la pêche maritime. Et là, ça nous donne l'opportunité aussi de remercier la FAO qui est en train d'appuyer au Sénégal à travers un TCP, la pêche continentale pour lui permettre d'aller de l'avant. Et donc, c'est une nouvelle donne. Donc, il faut changer de paradigme et venir en appui aux communautés de pêche continentale pour quand même résoudre les problèmes de sécurité alimentaire qui subsistent à travers nos pays. Donc, je ne veux pas aller très long. Je vous encourage et nous réaffirmons notre volonté à œuvrer avec la COAPA pour booster davantage la pêche continentale. Merci. Merci beaucoup, M. Faye. Et une dernière intervention, M. Sidiki, sans commentaire, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Diallo, m'avoir passé la parole. Je me joins aux autres pour féliciter et remercier la CAOPA. Et je voudrais, en plus des expertises qui viennent d'être présentées par la FAO et les autres interlocuteurs, qu'on tienne compte de l'aspect source des fleuves. Si on dit le lac a produit, si on dit les pays pratiquent la pêche continentale, c'est que l'eau est partie de quelque part. Et c'est à ce titre que je voudrais que dans l'analyse globale, qu'on tienne compte de la position stratégique actuelle de la Guinée, où prennent source tous ces grands fleuves dont on parle actuellement, sur lesquels la pêche continentale est pratiquée. Et je voudrais me joindre aux autres afin que cet aspect soit associé à l'analyse globale, tout en tenant compte de la pratique actuelle de l'exploitation minière dans ces cours d'eau au niveau de beaucoup de pays, afin que les décisions africaines soient globales et cette fois-ci vraiment comment on appelle, appliquées, afin que les acteurs bénéficient de l'activité qu'ils mènent autour de ces ressources en eau. Je vous remercie, M. Diallo. Merci à vous. Pour terminer, nous avons une synthèse de 3 minutes avec M. Ngagne-Mbao et après, nous allons fermer portes et fenêtres de ce webinaire. À vous, les autres qui avez levé la main, nous nous en excusons, le temps imparti est échu et les interprètes ont d'autres obligations également. M. Ngagne-Mbao, vous avez la parole, s'il vous plaît. 3 minutes. Merci, Aliou. Merci tous les intervenants, panélistes et ceux qui ont posé des questions. Je ne sais pas quelle synthèse faire au-delà des 3 mots qu'on a demandé aux différents intervenants qui ont eux-mêmes fait la synthèse de ce webinaire. Donc, ce serait pour moi une question d'insister et peut-être de compléter sur certains aspects. Tout le monde est d'accord, c'est l'unanimité, l'invisibilité du secteur de la pêche continentale. Et ça, au moins, il y a une unanimité. Ensuite, l'absence de statistiques est considérée comme la principale source. Mais cette absence de statistiques, si on regarde très bien, c'est parce qu'il y a peu d'études, mais également c'est parce que c'est un secteur institutionnellement noyé. D'un pays à l'autre, c'est les eaux et forêts, c'est le ministère de la Pêche, c'est le ministère de l'Environnement, etc. Ou bien on l'intègre dans un grand tas, comme disait le président Kontao. Et cela fait que cette insuffisance de statistiques fait que dans tous ces pays, presque aucun ministère des Finances et du Budget ne prenne en charge, ne tienne compte de ce secteur. Et cela veut dire également, comme l'a souligné Madame Barry, l'absence de la pêche continentale dans la planification. Je pense que la visibilité est, par rapport à cette visibilité, les différents intervenants sont revenus là-dessus. Cette visibilité également prend source sur la non-vulgarisation ou bien l'insuffisante vulgarisation des textes, des lois, des cadres. Les lois et des cadres existent, oui, au niveau continental, au niveau régional, mais insuffisamment partagés, et ce qui pose le problème de l'appropriation, comme l'a abordé Madame Patricia. Et si les communautés locales
ne se l'approprie pas, le problème de l'application posera un énorme problème. Quant à la gouvernance, le principal problème, c'est le niveau national. On voit que avec la présentation de Audiment complétée par les autres, il y a des efforts qui sont faits au niveau continental, il y a des efforts qui sont faits au niveau des organismes régionaux, mais là où ça bute, c'est au niveau national. Et l'exemple le plus patent est l'exemple sur les directives volontaires, où le nombre très infime de pays, environ 6, et qui sont en train de faire quelque chose. Et ce problème de gouvernance également rejoint cette perception que les gens ont de la pêche continentale qui est insuffisamment reconnue comme un secteur important. Et des stratégies sont élaborées, des stratégies sont discutées, mais je pense que l'une des recommandations fortes, il faudrait que des efforts soient faits pour qu'au niveau national, certains aspects soient pris et partagés avec les communautés. Pour terminer, je vais m'appuyer seulement sur ce qu'on dit pour les questions soulevées par ceux qui ont levé la main. Par exemple, quand le docteur Ndiagagay parle des problèmes de la concurrence que vit la pêche dans les rivières, dans les fleuves, face aux autres activités agricoles. Dans le milieu marin, on est en train de dire que la pêche artisanale, il y a une compétition, la pêche industrielle, etc., etc. Ici, c'est les mines. Ici, c'est les aménagements agricoles. Ici, c'est les barrages, etc., etc. Et l'appel de la Guinée concernant la politique sur les têtes de source, je sais qu'il y a 20 ans, un programme était là-bas pour travailler sur les têtes de source, parce que les têtes de source sont des trucs extrêmement importants. Je pense que, comme finalement, je n'ai que 3 minutes sur 5 minutes programmées, et pour vous laisser conclure, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, et nous félicitons tous les intervenants. Nous remercions et félicitons la CAOPA d'avoir organisé ça. Et je pense qu'il faudrait encore des webinaires sur la pêche continentale pour lutter contre l'invisibilité. Je vous remercie. Merci à vous, M. Mbao, et merci à nos 4 panélistes, Mme Taroub, M. Obina, Mme Patricia et M. Abdoulaye Kontao et les membres du ministère. Et merci à vous tous qui avez participé à ce webinaire. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain sur une autre thématique et nous vous partagerons très prochainement le compte-rendu de ce webinaire, vous qui êtes inscrits et à tous les panélistes. Merci à tous d'avoir été là. C'était un plaisir pour moi de modérer ce débat. À très bientôt. Thank you very much. It's my pleasure to also participate. Congratulations to CAOPA.